Bonjour à tous, je m'appelle Amandine, je suis la fondatrice du Journal pour Soi et votre hôte sur le podcast Pour Soi. J'ai créé ce podcast pour démystifier et vous faire découvrir toutes les pratiques et les thérapeutes du bien-être physique et mental qui peuvent nous aider lorsque l'on traverse un moment compliqué dans notre vie. À travers chaque interview, nous allons vous donner des clés et des conseils pour surmonter les difficultés de la vie. N'hésitez pas à soutenir ce podcast en mettant 5 étoiles et en laissant un avis sur Apple Podcast ou en le repartageant avec vos proches sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir pour cette interview Mathilde Depolis. Mathilde est psychologue et psychothérapeute TCC et à travers cette interview, on va parler des émotions, de la différence entre les émotions et les sentiments, de comment bien accueillir nos émotions. Et Mathilde nous donnera également quelques conseils pour les personnes qui ont du mal à exprimer et à verbaliser leurs émotions. J'ai adoré cet échange, vous allez voir, ou plutôt vous allez entendre, Mathilde est vraiment quelqu'un de solaire et je suis vraiment ravie d'avoir pu l'accueillir sur le podcast. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir notre échange. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mathilde. Bonjour Amandine. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Pour Soi. Merci à toi pour ta confiance et ton accueil. Avec plaisir. On va commencer par la première question. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc je suis Mathilde Depolis, je suis psychologue et psychothérapeute en thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle. Et je travaille exclusivement en libéral à Biarritz depuis maintenant 5 ans. Et avant, j'étais à Lyon et j'ai créé récemment un nouvel espace en ligne dédié aux émotions. Très bien. Et tu es aussi l'hôte sur un podcast, le Mouvement, c'est ça ? C'est Mouvement. Exactement, Mouvement. Très bien. J'ai écouté, je partage avec les auditeurs, on en a déjà parlé, mais j'ai écouté les 2 épisodes sur le podcast et j'ai adoré parce que tu as un format qui est assez particulier. C'est qu'en fait, tu te balades en fait avec tes invités et c'est très agréable parce qu'on entend en fait les bruits des oiseaux. C'est vraiment des conversations hyper intéressantes. Donc, je vous recommande d'aller écouter le podcast. Je mettrai le lien de toute façon dans le descriptif de l'épisode. Merci. Pour continuer donc dans les questions, je sais que voilà, tu es spécialisée sur les émotions. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est exactement une émotion et quelle est la différence entre les émotions et les sentiments ? Super question et ça a l'air simple comme ça puisque ça nous concerne tous, les émotions, et pourtant c'est difficile d'arriver à identifier ce que c'est et de la différencier avec un sentiment. Je vais vraiment essayer d'être la plus claire possible et d'y mettre des images et n'hésite pas à me reprendre. En fait, une émotion, c'est vraiment une réaction rapide. Donc ça nous submerge. L'exemple que je peux prendre, c'est comme quand on est en voiture. Si par exemple, voilà, t'es en train de conduire et que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui te surprend, qui te fait une queue de poisson, ton corps va réagir. Donc l'émotion passe par le corps. C'est une réaction qui nous permet de nous adapter à notre environnement. Mais c'est très rapide. Hop, ça monte, il y a un petit plateau émotionnel et ensuite ça redescend. Et on passe à autre chose. Sauf qu'il est possible que notre mental, va se rappeler de certains éléments qu'il a pu entendre aux informations. Je sais pas, le taux de mortalité sur la route par exemple, ou que notre voisine nous a partagé que son fils avait eu un accident de voiture récemment. Et en fait, du moment où il y a le mental qui vient s'activer, là, on passe à un sentiment. C'est une construction, et un sentiment, au contraire d'une émotion, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Et si je reprends mon exemple de la voiture, on n'est plus dans l'émotion de la peur à ce moment-là, on est dans le sentiment de l'angoisse. Et ça peut durer en fait assez longtemps si une personne comme ça va ruminer. Et ça peut aussi amener à ce qu'on appelle l'anticipation anxieuse. Oh, mais attends, la prochaine fois que je vais prendre la voiture, peut-être que je vais avoir un accident. Ah là là, mais peut-être que je vais pas passer par l'autoroute, je vais plutôt passer par la nationale. Voilà, donc ça c'est vraiment la peur à l'idée d'eux. Ce qu'on appelle l'anticipation anxieuse. Et en fait, c'est à ce moment-là, c'est dès qu'on mentalise que les sentiments arrivent en fait. Exactement. Et j'ai vu sur ton compte Instagram, en fait, il y a les émotions primaires. Est-ce que tu peux nous donner en fait les émotions primaires ? Oui, je communique beaucoup sur les émotions primaires. Il y en a 6. Et en fait, ça nous permet assez simplement de se poser la question, tiens, en ce moment, et je vous invite à tous vous poser la question, de vous poser, de prendre une inspiration et de se dire, tiens, qu'est-ce que je ressens dans mon corps et quelle émotion je peux identifier ? Donc, dans les émotions primaires, il y a la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la joie et la surprise. Et je trouve que c'est assez, facile, entre guillemets, à retenir ces 6 émotions. Et du coup,
en fait, d'aller se poser la question, même si on n'a pas la réponse, parce qu'au début, c'est pas forcément évident, parce que voilà, on n'a pas eu de cours sur les émotions, donc on sait pas trop. Mais déjà, rien que de prendre ce temps-là pour soi et de se dire, attends, mais ouais, là, il s'est passé quelque chose, mais c'est quoi? Mais en fait, je crois que c'est de la colère. Et ouais, ça se passe comme ça dans mon corps, là, ça bouillonne, et je sais pas, je me sens tendue. Et ça, c'est déjà énorme, en fait, de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et parfois, il y a un mélange d'émotions, c'est pas aussi clair. Et dans une journée, on est traversé par plein d'émotions, puisque comme je l'ai dit, c'est rapide. Donc hop, il y en a une, ensuite elle s'en va, puis elle revient. Donc voilà, sur les 6 émotions primaires. Et c'est vrai qu'en fait, tu as dit quelque chose de très juste, c'est qu'une émotion, c'est pas que dans la tête, c'est qu'on le ressent en fait. C'est quelque chose qu'on ressent au niveau du corps aussi. Exactement, ça passe par le corps. C'est vraiment ce qu'on appelle une réaction physiologique. Et donc on est tous différents et d'ailleurs c'est intéressant, moi au fur et à mesure du temps, tu vois, je peux voir que la peur va, j'ai tendance à avoir un coup de chaud, un petit coup de transpiration. J'ai le cœur qui s'accélère, je peux avoir un peu la gorge, tu sais, un peu un manque de salive. Ça c'est la peur. Ou au ventre, forcément, ça se manifeste là. Alors que la colère, elle va vraiment se manifester dans d'autres endroits de mon corps et ça va plutôt être une forme de tension. Je vais avoir du mal, tu vois, à rester assise quand j'ai de la colère et j'ai besoin d'en parler ou j'ai besoin d'écrire. Très bien. Ma question suivante, c'est que récemment, en fait, j'ai vu une citation sur les émotions qui disait « Les émotions sont comme un téléphone qui continue de sonner jusqu'à que vous décrochiez ». Et je trouve qu'elle est très parlante. Et je voulais savoir comment bien accueillir ces émotions. Parce que souvent, depuis tout petit, on nous dit de contenir nos émotions, comme par exemple la colère. Donc est-ce qu'il y a une façon de bien gérer, de bien accueillir ces émotions? Oui, il n'y en a sûrement pas qu'une. Mais tu vois, déjà, dans les mots que tu emploies, je trouve ça chouette, en fait, accueillir. Et cette métaphore, je l'aime beaucoup, du téléphone. En fait, on a grandi avec des croyances. Je vais en partager, n'hésite pas s'il y en a d'autres qui te viennent, mais tu parlais de la colère, on est toutes les deux des femmes, et alors j'ai pas le souvenir qu'on me l'ait dit, mais je pense que c'est quelque chose ouais, au niveau de la société, une femme en colère, c'est pas très bien vu, quoi. Ou pour les hommes, de pleurer, d'être triste, c'est être faible. Donc en fait, on a grandi avec ces idées-là, et du coup, on les retient. Et du coup, le fait d'accueillir ces émotions, en fait, c'est vraiment ça l'idée du téléphone, ou ça peut être aussi, on peut imaginer, tu vois, une émotion qui toque derrière une porte, parce que toutes les émotions, en fait, ont un message à nous transmettre. Donc rien que le fait déjà, si je prends l'idée du téléphone, du coup c'est de prendre le téléphone et dire allô, voilà, qu'est-ce qui se passe, ou d'ouvrir la porte. Et donc ça revient à ce que je disais, c'est en fait de prendre un temps de pause. Ça peut être le matin, tu vois, tiens, comment je me sens, est-ce que j'ai bien dormi, entre midi et 2, ouais, comment je me sens, parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on demande assez naturellement, comment tu vas. Mais on se la pose pas trop à soi, cette question, ça a l'air un peu bateau, et en même temps, si c'est un réflexe qu'on met en place, ça peut être dans notre tête, ça peut être aussi à l'écrit, tu vois, tout ce qui est journal intime, etc., journal de bord. En fait, déjà, ça, c'est énorme parce qu'on accueille. Et après, avec mes patients, j'utilise ce qu'on appelle l'agenda des émotions. Donc, on a sur un mois, et on a les émotions marquées comme ça sur un côté. Et puis j'aime bien faire des liens avec la météo, avec le sommeil, pour les femmes, les menstruations. Et puis on peut rajouter, voilà, par exemple, j'ai des patients qui rajoutent les moments où ils font du sport, parce qu'ils peuvent voir justement que ça va avoir un impact d'une manière ou d'une autre sur leurs émotions. Et en fait, rien que de prendre sur un mois ce temps-là, de dire tiens, je vais aller observer mes émotions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais rien que d'aller se questionner là-dessus, c'est une manière d'accueillir ces émotions. Je pense que pour beaucoup de personnes, les émotions, ça fait peur. En particulier, par exemple, la colère, parce que parfois, on dit, oui, cette personne, elle est en colère, elle n'arrive pas à se maîtriser. Est-ce qu'il y a une bonne façon d'accueillir, par exemple, je dis la colère parce que c'est un sentiment qui est souvent très, très mal vu, mais est-ce qu'il y a une bonne façon d'accueillir sa colère? Parce que aussi, faut pas être blessant, il faut pas devenir méchant envers les autres. Et comment, en fait, par exemple, quand on sent de l'injustice, c'est des mots qui me viennent comme ça, mais oui, de l'injustice ou voilà, de la colère, comment, en fait, savoir agir et s'exprimer? Alors, s'il y a une situation qui t'a mis en colère, en fait, le message que t'envoie cette émotion de la colère, c'est attention, c'est venu toucher tes valeurs.
on t'a manqué de respect. Ça t'appartient, c'est-à-dire qu'on ne peut pas venir juger, bah non, attends, t'as pas à te mettre en colère. Une émotion, elle est là, on la choisit pas. Donc déjà, c'est de dire, bah ouais, je ressens de la colère par rapport à cette personne qui est venue critiquer mon travail. Et je trouve ça injuste, pour reprendre ton exemple. Ça, c'est la première étape, de dire, bah ouais, ok, et en fait, qu'est-ce que vient me dire la colère? C'est parce que vraiment, ça a touché ma valeur, parce que pour moi, j'ai eu l'impression d'être juste à ce moment, de bien faire les choses, donc qu'elle puisse me faire ce retour-là, bah ça me blesse. Et j'ai le droit d'être en colère. Ensuite, on va l'évacuer. En fait, la colère, c'est une émotion qui est très forte et qui peut nous donner énormément d'énergie. D'ailleurs, on le voit dans beaucoup de parcours de personnes qui ont réussi. Si on remonte à leur enfance ou leur adolescence, bah souvent, elles vont se dire, bah ouais, je sais pas, mes parents n'ont jamais cru en moi, ou mes profs n'ont jamais cru en moi, et en fait, ça donne une force, une énergie. Donc, elle n'est pas, il n'y a aucune émotion bonne ou mauvaise, il y en a des plus agréables que d'autres. Donc la colère, c'est important de ne pas la laisser macérer parce qu'elle peut nous créer des douleurs, voire même des maladies. Donc je mets un mot dessus. Ouais, c'est de la colère. J'ai le droit d'être en colère. Ok, là je sens qu'il faut que je l'évacue. Alors en fonction de ta colère et de l'environnement dans lequel tu es et puis de ta personnalité, bah tu vas peut-être avoir envie d'aller courir, d'aller te défouler, voilà, de passer par le corps. Tu vas peut-être te défouler auprès de la personne qui est dans ton quotidien. Ça peut être une amie, ton conjoint, ta conjointe. Et dire, écoute, là, il y a une situation qui m'a mis énormément en colère. Faut que je t'en parle parce que là, franchement... Et en fait, rien que de verbaliser comme ça à voix haute, c'est top. On peut même le faire tout seul. Moi, ça m'arrive. Ça peut être sur mon vélo, parce que je suis souvent en vélo. Bah, je parle à voix haute. Et je dis, ah ouais, non mais attends. Et je vais répondre à la personne comme si elle était en face de moi, mais sans filtre. Vraiment, je mets des gros mots, sans filtre. Et en fait, ça me fait un bien fou. Après, je peux écrire. Généralement, alors moi, sur le moment, non. Quand je suis en colère, je peux pas écrire. Donc, c'est plutôt le lendemain. Et ensuite, on va, parce que c'est important aussi parfois d'aller dire à la personne, bah tu vois, merci de m'avoir fait ce retour, mais ça m'a vraiment blessée en fait. Dans la manière dont tu me l'as dit, ça m'a mis en colère parce que j'ai vraiment trouvé ça injuste. Et donc, on a souvent grandi dans cette idée un peu binaire qu'on est soit passif, soit agressif. Mais il y a une troisième solution qui serait d'être affirmé. Donc c'est en fait déjà prendre ce temps pour moi, je le fais pas pour l'autre, je le fais pour moi, ouais ça m'a touchée, j'évacue ma colère, et quand je sens qu'elle a un peu diminué, là je vais voir la personne et j'utilise les outils d'affirmation de soi, où du coup je lui dis bah écoute ouais, franchement j'ai été touchée, je reformule, je fais preuve d'empathie par rapport à la personne, ce qui est pas toujours évident quand on a de la colère, je dis voilà j'ai confiance que t'as pas voulu me blesser ou que t'avais peut-être pas conscience de mal faire ou de me blesser, mais voilà, et du coup c'était important pour moi de t'en parler aujourd'hui pour qu'on reparte sur de bonnes bases. Et par rapport à ce que tu as dit, est-ce que quand même tu recommandes de ne pas agir à chaud, on va dire, surtout par exemple quand on est en colère et qu'on est face à la personne, parce que des fois la colère en fait nous empêche de nous exprimer correctement, on va dire. Peut-être qu'il vaut mieux, en fait, ne pas refouler ses émotions. Ça ne veut pas dire non plus, je pense, tout lâcher d'un coup, mais c'est dans tous les cas essayer de s'expliquer et d'essayer de mettre des mots, mais voilà, en étant, je pense, intelligent et ne pas tout balancer, on va dire, tout d'un coup. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Mais oui. Et puis, c'est vrai qu'on a cette idée que si je vais verbaliser ma colère, ça va sortir d'un jet et je vais pouvoir vraiment blesser la personne en face de moi. Mais il y a plein d'outils qui, justement, nous permettent, en fait, de bien poser les choses et, du coup, de se respecter et de respecter la personne en face. Après, on est humain, enfin... Je veux dire, quand on a été blessé, on va pas prendre une petite voix mielleuse et dire non, mais vraiment, je comprends. Non, on peut aussi avoir un ton, mais si je prends aussi en compte l'autre, peut-être que cette personne n'a pas voulu mal faire ou mal dire. Donc voilà, et ça, je pense que ça serait trop chouette d'avoir des cours d'émotion sur les émotions à l'école, parce que ça nous permettrait en fait vraiment de sortir tout ça et d'enlever cette idée reçue que si j'accueille une émotion, alors ça va devenir... je vais être submergée, et pareil pour la tristesse. On a l'impression que si j'ouvre un peu le robinet de tristesse, alors je vais faire une dépression. Bah non, pas du tout, et au contraire. Plus je vais laisser passer une émotion, moins elle va prendre de la place en fait. Moins elle va me prendre de l'énergie. Parce que les émotions, c'est énergivore. Donc plus je vais les accueillir, plus je vais trouver une légèreté et une sérénité.
Et pour avoir ton avis sur l'exemple, par exemple, de la voiture, si c'est quelqu'un où on va dire que la colère n'est pas forcément constructive dans le sens où on s'énerve tout seul dans sa voiture, est-ce que c'est quand même important de faire sortir cette colère ou de réagir différemment quand on est, il y a quelqu'un qui nous fait une incivilité sur la route? Je pense que ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. En voiture, c'est particulier parce qu'on se sent comme protégé. Donc des personnes qui sont pas forcément vulgaires peuvent l'être en voiture. On peut vraiment lâcher. Franchement, si t'es tout seul dans ta voiture, ça fait du bien aussi de lâcher. Et puis ce qui peut être intéressant sur la colère, en fait, alors c'est pas 100% des cas, mais souvent, derrière la colère, il y a de la peur. Et notamment en voiture, en fait, pourquoi il y a autant de personnes qui se mettent en colère? Et parfois, même nous-mêmes, on ne se reconnaît pas. Parce qu'en fait, on a eu peur. Tu vois, c'est comme l'exemple de, deux parents qui discutent à la sortie d'une école. Et puis, il y a la petite fille de 4 ans qui traverse le passage piéton. Et le papa ou la maman lui crie dessus. « Non, mais attends, je t'ai dit de rester à côté de moi, de ne pas traverser. » Et en fait, le parent, à aucun moment, n'a voulu être agressif à ce moment-là. Mais derrière cette colère, cette agressivité, il y a de la peur. Il a eu très peur ou elle a eu très peur. Donc en voiture, moi c'est quelque chose que je me dis souvent, c'est qu'en fait la personne, elle a réagi fortement si je me fais crier dessus ou voilà, parce qu'elle a eu peur. Et du coup, ça me glisse en fait. Ma question suivante, c'est pour certaines personnes, c'est très difficile d'exprimer leurs émotions, en tout cas de mettre des mots sur leurs émotions. Et parfois, quand ces personnes sont en colère ou sont tristes, par exemple, c'est très frustrant pour eux parce qu'ils n'arrivent pas à se faire comprendre ou à expliquer ce qu'ils ressentent. Est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui rencontrent ce genre de problématiques et comment elles pourraient réussir à verbaliser leurs émotions? C'est une super question. C'est là où du coup les émotions nous concernent nous, mais tout notre entourage. Et j'ai cette croyance, peut-être un peu naïve, mais que si chacun en prenait du temps à travailler sur nos émotions, je pense que c'est vraiment un travail, ça se fait pas en un claquement de doigts, on serait mieux avec nous-mêmes et du coup on serait mieux avec notre entourage. Et du coup si tu fais un travail sur toi, de dire ok là en fait qu'est-ce que je ressens? Ouais, c'est de la tristesse. Et de la tristesse, le message qu'elle nous envoie, c'est il y a besoin en fait de clôturer, de passer à quelque chose d'autre, pardon. Et du coup, c'est pas toujours évident et parfois on comprend pas pourquoi on est triste. Et même parfois ça va jusqu'aux larmes et ça peut inquiéter notre entourage. Et du coup, c'est aussi d'être assez pédagogue, mais pour ça, je pense qu'il faut déjà avoir quelques outils nous concernant. Et moi, par exemple, quand je suis triste, je vais dire à mon entourage, notamment à mon conjoint, tu vois, là, je suis triste. Je sais pas vraiment pourquoi, pour l'instant, mais je suis triste et voilà ce que j'ai besoin. J'ai juste besoin que tu me prennes très fort dans les bras et là, j'ai besoin de pleurer un bon coup. Mais t'inquiète pas, il n'y a rien de grave. Parce qu'en fait, au début, il s'inquiétait de mes larmes parce que lui, il pleure très rarement. Donc en fait, c'est aussi de pouvoir mettre des mots. Voilà, t'inquiète pas. Là, j'ai juste besoin de pleurer, ça va me faire du bien. Il n'y a rien de grave. Et puis peut-être plus tard de dire, tu vois, je crois que j'ai été triste parce qu'en fait, on a passé un trop bon week-end. On était entourés de nos amis, c'était trop chouette. Donc là, l'émotion de la joie était au top. Et puis forcément, je clôture quelque chose, le fameux dimanche soir. On clôture quelque chose, une semaine, un week-end trop cool. Et d'ailleurs, joie et tristesse travaillent beaucoup ensemble. Donc si on se comprend mieux, je pense qu'on peut aussi mieux guider notre entourage. Ça me fait beaucoup penser à Vice Versa, le dessin animé, ce que tu viens de dire. Et oui, j'adore ce film. Il est super bien fait pour expliquer et mieux comprendre les émotions. Ouais, c'est top. Il est génial. Et oui, donc l'important, c'est d'avoir une sorte de pédagogie avec des personnes où on sent qu'elles ont du mal en fait à mettre des mots. Et c'est pareil, je pense qu'avec les enfants, souvent on le voit, ils n'arrivent pas à parler et c'est très physique en fait. Mais par contre, il n'y a pas les mots. Et là, le but, donc, c'est essayer de questionner, d'essayer de comprendre en fait, de leur poser les bonnes questions. C'est difficile d'être parent pour plusieurs raisons et notamment au niveau des émotions parce que ça demande en fait deux choses de travail. C'est je gère mes émotions parce que quand on voit notre enfant qui va pas bien, ça nous génère des émotions. Pour peu aussi, je sais pas, qu'on ait passé une journée difficile au travail. Donc il y a ça à gérer et ensuite il y a à prendre le temps d'écouter notre enfant et justement d'aller en fait poser des mots. Et la plupart du temps, quand tu arrives à mettre des mots, à dire mais là je sens que tu as peur, je sens que je ressens comme une tension dans ton corps, même si
t'es un peu à côté de la plaque, c'est pas très grave, parce que c'est pas toujours évident de trouver comme ça les mots. Mais en fait, ça va montrer, pour les enfants et puis même pour tout le monde, cette personne, elle prend du temps pour moi, elle essaye de comprendre ce que je suis en train de ressentir, et c'est très fort en fait. Donc, tu vois, pareil, je reviens à la colère, mais un enfant qui a beaucoup de colère, c'est significatif de beaucoup de choses, et du coup, quand il y a quelqu'un qui a de la colère, on a envie de se mettre encore plus en colère, et en fait, c'est pas très productif, c'est comme deux chiens qui s'aboient dessus. Et si on arrivait, ce qui est franchement pas toujours évident, à juste mettre des mots et dire là je ressens que tu as beaucoup de colère, est-ce que tu as peur de quelque chose? Bon, ça va dépendre bien sûr de l'âge et de la maturité de l'enfant, mais ça peut venir poser les choses. Et puis quand les deux personnes sont en colère, ça sert un peu à rien de parler, on n'arrivera pas à parler calmement à ce moment-là, donc se dire tu sais quoi, on est en colère tous les deux, c'est tendu, il y a de la tension, là je le sens, ce que je te propose c'est d'aller dans ta chambre ou de prendre un jeu tranquille, et puis moi je vais aller faire la cuisine, je vais aller prendre du temps pour moi. Et aussi tu vois, d'être transparent, comme si des parents n'avaient pas le droit d'être en colère. Bah si, on a le droit d'être en colère, et on a aussi le droit de partager nos outils avec nos enfants. Dire tu vois, là j'ai été en colère au travail parce qu'il s'est passé quelque chose, et du coup là j'ai besoin, je sais pas, d'aller courir, j'ai besoin d'aller écrire, viens on va taper tous les deux sur un coussin, et tu montres en fait que c'est ok et t'as le droit, et qu'il y a plein de manières d'accueillir ces émotions. Et en fait, l'un des plus beaux outils pour nos émotions, c'est la communication surtout. J'ai l'impression que... Tellement. Pour soi, la communication de soi à soi, de soi aux autres. Et puis du coup, l'écoute aussi. Prendre le temps d'écouter l'autre, ce qu'il a à nous dire. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est pas toujours évident, parce qu'on nous a pas forcément appris à le faire. C'est sûr. Pour conclure l'interview, j'aime bien poser 3 petites questions. Si tu avais un conseil sur le bien-être mental à donner, qu'est-ce que tu dirais ? La première chose qui me vient, c'est de pas, c'est une phrase un peu cliché, mais c'est de pas attendre d'aller mal pour aller mieux. Tu vois, je trouve que... Et puis moi, la première, je nous mets un peu tous dans le bain, mais on a souvent ce truc de... non, mais il faut vraiment que j'attende vraiment d'aller mal, que ce soit physique ou mental d'ailleurs, vraiment dans le bien-être général, pour aller consulter, que ce soit d'ailleurs une psychologue, un ostéopathe ou autre. Mais en fait, on a tous des failles, on a tous des blessures, et on a le droit en fait de prendre soin de nous, et en fait, je pense qu'il y a tellement de biais différents, tu vois, que ce soit par l'alimentation, que ce soit par le corps, que ce soit, bien sûr, le mental. Et je trouve que c'est chouette aussi ce qui se passe ces derniers mois sur la santé mentale. Ça se démocratise, donc j'ai hâte de voir la suite. C'est un conseil très simple, mais tellement important et qu'on oublie trop souvent, malheureusement. Ouais. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, en fait, le Covid, il y a eu un côté positif, c'est que les gens se sont rendus compte, par contre, que la santé mentale, c'était important. Il y a encore un long chemin à faire, je pense, mais on y arrive, et c'est vraiment bien. Ma question suivante, est-ce que tu as un livre qui a impacté ta vie et que tu aimerais partager avec nous ? Il y en a plusieurs, mais le premier qui me vient, c'est Les 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber, que j'ai lu, je devais avoir 24 ou 25 ans. Donc c'était 1 ou 2 ans après la création de mon premier cabinet à Lyon. Et en fait, j'étais un peu comme ça, enfermée dans mon truc, avec mes croyances que quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui travaille 24 heures sur 24. Et à un moment donné, tu vois, j'ai respiré, j'ai trouvé ce livre, on m'en a parlé, et je pense que je l'ai lu vraiment au bon moment. Et en fait, ça a fait écho à plein de choses, parce que la psychologie positive, comme les thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles, c'est scientifique, c'est basé sur des études. Et du coup, il y a un côté rationnel, cartésien, qui vient quand même me rassurer. Et en même temps, plein d'outils super pratiques à mettre en place. Et rien que le titre, 3 kiffs par jour, c'est un super outil, très accessible et qui fait beaucoup de bien. C'est le pouvoir de la gratitude. Il est déjà revenu, ce livre, et moi je l'ai lu aussi, j'ai adoré. Et aussi le journal pour soi, donc l'outil que j'ai créé, il est aussi inspiré par ça, parce que voilà, le soir il faut mettre 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Et ça paraît très bête, mais c'est tellement important et ça fait tellement du bien. C'est très puissant, vraiment.
Et on pense que c'est pas quelque chose ça n'a pas été prouvé tout ça, et pourtant il y a énormément d'études qui ont été faites là-dessus sur des échantillons de nombreuses personnes, et les résultats sont là vraiment. Ah ouais, c'est assez bluffant, et je trouve que c'est rassurant en fait dans un bouquin comme ça d'avoir autant d'informations scientifiques. Et puis après, il n'y a plus qu'à expérimenter, hein. C'est la théorie, à chacun ensuite d'aller tester, ouais. Exactement. Et est-ce que tu as une citation qui t'a marquée ? Pareil, il y en a plusieurs. Celle qui me fait beaucoup de bien encore aujourd'hui. Alors je crois que je la déforme, mais écoute, l'idée est là. C'est que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une expérience à vivre. Et parfois, tu vois, quand je bute sur quelque chose ou qu'un événement, parce que bon, si je m'intéresse autant aux émotions, c'est pas par hasard, je suis quand même quelqu'un d'hyper émotif. Et du coup, de parfois une petite situation comme ça, tu vas en faire tout un truc, de me dire attends Mathilde, la vie c'est une expérience à vivre. Là t'es en train d'apprendre quelque chose. Et en fait vraiment elle me fait du bien, tu vois, ça me pose et ça me fait prendre de la distance sur une situation. Et puis le deuxième petit truc que je rajoute derrière, c'est pas une citation, c'est un petit outil, mais je le partage, c'est attends, cette situation, quel impact elle aura dans 5 ans? Et pareil, ça me fait beaucoup de bien. Ces deux choses me font beaucoup de bien. Et ta première citation, dans un sens, ça permet de stopper la mentalisation et le fait de, comme tu as dit, de buter sur quelque chose. Là, on se rend compte, on revient dans le moment présent, en fait. Ah ouais, vraiment. C'est vrai. Ouais, tu te refocalises là, maintenant, et t'arrêtes trop de mentaliser, de ruminer. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Mathilde pour ce partage. Je mettrai tous tes liens. Donc, tu as le lien de ton site internet, de ton compte Instagram et aussi du podcast, qui est vraiment à écouter. Je vous le recommande dans le descriptif de cet épisode. Merci beaucoup Mathilde. Merci beaucoup Amandine. Cet épisode touche à sa fin. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans le descriptif de cet épisode. Vous trouverez également le lien du podcast de Mathilde ainsi que son site internet. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez soutenir le podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci et à très vite.